J'espère sincèrement que tout va bien pour vous, que la santé est au rendez-vous. Aujourd'hui, le message officiel est clair. Toute voix critique devient suspecte. Oser remettre en question la solidité, la viabilité économique ou le rendement quasi inexistant de ce projet pharaonique, excessivement coûteux, baptisé Abdid Bilé, revient désormais à être estampillé ennemi de la patrie. Voilà le récit qu'on nous sert pour rendre acceptable l'arrestation. J'espère sincèrement que tout va bien pour vous, que la santé est au rendez-vous. Aujourd'hui, le message officiel est clair. Toute voix critique devient suspecte. Oser remettre en question la solidité, la viabilité économique ou le rendement quasi inexistant de ce projet pharaonique, excessivement coûteux, baptisé Abdid Bilé, revient désormais à être estampillé ennemi de la patrie. Voilà le récit qu'on nous sert pour rendre acceptable l'arrestation de l'économiste et expert Djeloul Sama, toujours retenu par la brigade de Bab Djoudid. Et ce discours ne s'arrête pas là. Il vise aussi tous ceux qui s'opposent à ce chantier géant de Ral Bilé, ceux qui osent sonner l'alarme, prévenir, insister, répéter que ce projet porte en lui des risques majeurs et des conséquences futures potentiellement catastrophiques. Mais dans cette version officielle, avertir devient trahir. Pourtant, les chiffres sont têtus. En matière de retour sur investissement, ce méga-projet frôle le néant. L'Algérie, on va vous le prouver dans cette émission, peut même s'en passer de Erbilay. Et les milliards, les dizaines de milliards que nous allons consacrer à ce méga-projet, ça peut atteindre même la trentaine de milliards de dollars. Et nous allons l'expliquer dans cette émission, pourrait largement suffire pour financer une dizaine de grands projets industriels et énergétiques qui pourraient insuffler une dynamique économique importante. Comme ce projet, c'est Abdul Majid Tebboune qui l'a, qui le veut. Comme c'est le roi Soleil, c'est le président Soleil. Comme Abdul Tebboune veut réaliser ce projet pour faire un pied de nez au Maroc, pour provoquer le Maroc et pour faire un doigt d'honneur au Maroc, et pour prouver au Maroc qu'il les a bien roulés, qu'il les a bien dominés, qu'il leur a imposé un bras de fer, que lui, il a gagné ce bras de fer et qu'il est vraiment supérieur au Maroc. Donc, c'est une affaire personnelle entre Tebboune et le Maroc, qui sont égales bilés. C'est un projet, je vais vous l'expliquer maintenant de façon claire, nette et précise, qui n'a rien d'économique. C'est un projet d'ego entre Abdul Majid Tebboune, le Maroc, et son ego. Pourquoi je dis cela ? Alors, on va répondre un par un, argument par argument. Les partisans du projet, du méga projet de RB, nous disent « Ah, mais c'est un projet important. » Pourquoi ? Parce qu'il permettra à l'Algérie de ne plus importer du minerai de fer et on économisera des milliards de dollars. Et on utilisera le minerai de fer de Erbilay pour produire localement et pour répondre aux besoins locaux avant même d'aller importer. Et donc, ce n'est pas grave si nous allons dépenser une dizaine de milliards de dollars sur Erbilay. Nous allons les économiser. Nous allons les rattraper au niveau de nos importations. Argument totalement faux qui est un mensonge. Je m'explique. Quel est le montant des importations de minerais de fer ou des produits sidérurgiques en Algérie? L'Algérie, elle a importé entre 2023 et 2024, ce sont les derniers chiffres récents et actualisés,
l'équivalent de 1, même pas 1,2, 1,13 milliard de dollars, même pas 1,2, 1 milliard et quelques dollars. C'est beaucoup moins que ce que l'Algérie importait par rapport aux années 2010. L'Algérie, en 2010, la facture d'importation de ce qui est produit sidérurgique ou du minerai de fer dépassait les 5 milliards de dollars. Donc, on importe 1,1 milliard de dollars. Ce qu'on importe encore, il faut savoir qu'on n'importe plus du rond à béton. Le rond à béton, qui est le principal produit sidérurgique, le plus utilisé pratiquement, le plus consommé dans le monde, notamment pour le bâtiment, pour les travaux publics, etc., on est autosuffisant. On n'importe pas. Mais qu'est-ce qu'on importe? On importe des aciers plats pour les automobiles, pour les électroménagers, des tubes sans soudure pour le secteur des hydrocarbures, par exemple. Donc on importe des produits en acier divers, mais dont la valeur ne dépasse pas 1,2 milliard de dollars. Maintenant, qu'est-ce que l'Algérie exporte? L'Algérie exporte, elle exporte notamment du rond à béton, parce qu'on est autosuffisant. On arrive même à exporter. L'Algérie exporte pour pratiquement 2 milliards de dollars en 2013 à 2024, c'est-à-dire la facture de nos importations, 1,13. La facture de nos exportations, 1,12. Principalement avec les complexes de Tur et de Arakatar de Bara. Donc, nous sommes complètement à l'équilibre. Ça, avant Rajbet, entre 2023 et 2024. Herbet, pour le moment, il ne fournit rien comme matière première à l'économie. On produit quelques 3 millions de tonnes pour le moment. C'est très peu. Donc, avant le lancement officiel et hop de RGE Billet, on est équilibré. On importe 1,13, on exporte 1,12. On est complètement équilibré. Nous n'avons pas de problème au niveau de la facture de nos importations de l'acier et de la sidérurgie, puisque nous exportons autant que ce que nous importons. Clair, net et précis. L'équilibre, il est là. Le solde commercial, il est quasiment à l'équilibre. Donc, RGE Bétulé, qu'est-ce qui va apporter à l'Algérie au niveau de nos importations? Ou là, au niveau de nos exportations, puisque nous avons une balance commerciale qui est équilibrée. Elle n'était pas équilibrée à l'époque de Bouteflika. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas encore le complexe de Bara, qui est entré, qui était opérationnel à 100%. Tocheli n'était pas encore opérationnel à 100%. Et l'État algérien avait lancé de grands projets. Les projets de l'autoroute Est-Ouest, les métros, les tramways, la grande mosquée d'Alger. Les méga-projets consommaient beaucoup d'acier. Là, on a terminé un méga-projet. On n'a pas encore lancé de méga-projet. Et nous avons de quoi couvrir notre demande locale et d'exporter. Donc, on est équilibré. Donc, l'argument qui dit qu'il faut dépenser une dizaine jusqu'à 30 milliards de dollars juste pour rares billets, juste pour ne plus importer, est complètement faux. Déjà, on n'importe pas beaucoup et on exporte comme on importe. Maintenant, le coût de rester. Pourquoi beaucoup d'entre vous me posent la question? Abdou, pourquoi tu parles de 30 milliards de dollars et de temps en temps tu parles de 12 à 15 milliards de dollars? Nous allons faire maintenant
on va vous donner les chiffres avec une ventilation. Il faut savoir que Ralbillet, il a deux types de dépenses. Les dépenses directes et les dépenses indirectes. Les dépenses directes, ce sont les fameux plus de 15 milliards de dollars qui peuvent, normalement, avec le temps, d'ici la fin de la réception du projet et le lancement de tout, et l'exploitation opérationnelle à 100% de toutes les infrastructures de RE Billet, coûter jusqu'à 20 milliards de dollars. Je vais vous donner la ventilation. Il y a les dépenses, catégorie par catégorie. Les dépenses directes, c'est tout ce qui est infrastructure et structure et dépenses liées à la production, l'exploitation et la commercialisation du fer de Raleigh. Il y a, par la suite, des dépenses indirectes. Les dépenses indirectes, c'est l'eau et l'énergie. L'eau, le gaz, l'électricité que doit consommer Ralbet. Parce que Ralbillet nécessite de l'eau, on en a parlé, 3 millions de mètres cubes. Il nécessitera du gaz, on en a parlé. Quand il sera OP, jusqu'à aujourd'hui, il consomme presque 1 milliard de dollars de gaz. Et d'ici 2040, ou quand il sera opérationnel à 100%, RED va nécessiter et va consommer l'équivalent de plus de 4 jusqu'à 5 milliards de dollars de gaz. C'est une dépense indirecte. Ça, c'est le coût de RET, la facture. Et quand tu donnes le gaz, au lieu de l'exporter à l'étranger pour gagner de l'argent, on est en train de le donner à Rbillet. Ça rentre dans la facture. L'eau, ça rentre dans la facture. L'électricité, ça va nécessiter 150 millions de dollars par an, etc. Ça rentre dans la facture. Donc, ce sont des coûts indirects. Maintenant, on va parler du coût direct. Qu'est-ce qu'il y a comme coût? R. Billet nécessite un complexe mini-industriel et l'extraction à ciel ouvert à Billet et des unités de dishosphorasation pour purifier le fer. On appelle ça les unités de déhosphoration. Vous avez les complexes hydrométallurgiques de transformation et vous avez les chemins de fer et par la suite, vous avez les infrastructures de soutien. Et c'est quoi les transferts d'eau? L'énergie. Créer des stations de pompage d'eau, des centrales solaires, etc. pour alimenter en électricité RE Billet. Et vous avez par exemple la base de vie. Il y a des travailleurs qu'il faut payer, qu'il faut nourrir, créer une petite ville à côté de Rebillet. Ça, ce sont les dépenses directes. Après, il faut additionner les dépenses indirectes. C'est quoi les dépenses indirectes? C'est que la production de Rebillet, elle est aujourd'hui faible. Il faut attendre 2040 pour atteindre 50 millions de tonnes. Mais quand tu produis 2 à 3 millions de tonnes, tu ne consommes pas la même électricité, ni le même gaz, ni la même quantité d'eau que lorsque tu vas produire 50 millions de tonnes. Après 2030, quand on va atteindre l'objectif de plus de 30 jusqu'à 40 millions de tonnes, ce jour-là, on va consommer du gaz et de l'électricité de façon complètement différente. Et on aura besoin de consommer de l'eau de façon complètement différente et avec des volumes beaucoup plus importants. Donc les coûts indirects, le coût du gaz, de l'électricité et de l'eau que Rebillet va nécessiter. Rebillet,
quand il sera opérationnel à 100%, va consommer entre 15 à 20% de la consommation nationale de notre gaz naturel, ce qui est énorme. Donc, quand Rébylé produit 2 à 3 millions de tonnes, ce n'est pas le même coût indirect, ce ne sont pas les mêmes dépenses, ce ne sont pas les mêmes frais que lorsqu'il va produire 40, 45 ou 50 millions de tonnes de fer. Nous allons rester dans ce que nous avons aujourd'hui comme chiffres et comme évaluation de ce que nécessite Rébylé pour être lancé. Vous avez les infrastructures ferroviaires, le fameux train de 950 km d'ouvrage Rébylé, qui va coûter officiellement 5 milliards de dollars. Mais avec les frais connexes, avec les infrastructures, les ouvrages d'art, etc., on va jusqu'à 7 milliards de dollars. Vous avez comme dépenses le terrassement en zone désertique, la pose des rails, les ouvrages d'art, les gares de fret et les équipements miniers, la signalisation sur les rails, les équipements de télécommunication, les bases de vie, la logistique et la sécurité qu'il faut assurer pour ce projet, pour ce train. Premièrement, donc, déjà, ça, c'est la première dépense. Deuxième dépense, le développement et l'exploitation minière. Vous avez un décapage et une préparation du site de la mine de Rébylé. Des engins miniers lourds qu'il faut acquérir, qu'il faut acheter. Vous avez les puits, les carrières à ciel ouvert, les convoyeurs, les infrastructures internes, des équipements de sécurité industrielle, et vous avez des campements et des bases techniques. Ça peut coûter 2 milliards de dollars dans la meilleure estimation, c'est-à-dire la plus basse estimation. Comme ça peut dépasser les 4 milliards de dollars dans les estimations les plus élevées. Ça dépend de quels engins, quels équipements, quelles normes industrielles on va appliquer. Vous avez par la suite l'unité de traitement pour enlever le phosphore. On appelle ça la déphosphoration du minerai de fer. Ça peut aller de 3 milliards de dollars en estimation basse si on utilise des technologies innovatrices et efficaces, etc. Notamment avec des partenariats avec les meilleures technologies chinoises, comme le veut le régime Tebboune. Ça va nous coûter dans les 5 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce qu'il faut des usines de traitement. Il faut une déphosphoration chimique. Il faut une séparation et un enrichissement du minerai de fer. Il faut le traitement des rejets de Rébylé. Il faut un laboratoire de contrôle de qualité. Donc, ça peut être entre 3 et 5 milliards de dollars. Ensuite, vous avez les complexes sidérurgiques et industriels. On va créer un complexe industriel important à Touet, à Béchar, qui peut coûter de 1,5 milliard de dollars et même atteindre, dans les estimations les plus élevées, 3 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce qu'il faut des hauts fourneaux, des usines de pelés, des laminoirs, des aciéries, la logistique industrielle. Donc, ça va coûter minimum entre 1,5 et 3 milliards de dollars. Et vous avez les infrastructures énergétiques. Il faut des centrales électriques, des lignes de haute tension, des usines de forage et de captation d'eau, des routes minières, des adaptations des ports, Oran, etc., des sites de stockage. Ça peut coûter jusqu'à 3 milliards de dollars. Maintenant, on va faire le tableau général. Au niveau du rail, ça va coûter plus de 4 milliards de dollars. Ça nous a coûté
En réalité, plus de 5 milliards de dollars. Mais on va rester sur les estimations basses. Au niveau de l'exploitation de la mine, ça va nous coûter minimum 4 milliards de dollars. Au niveau du traitement du fer et pour le purifier, ça va nous coûter dans les 5 milliards de dollars. Au niveau de sa transformation en produits sidérurgiques, ça va nous coûter un investissement de 3 milliards de dollars. Au niveau de la consommation de l'eau, de l'énergie et de la logistique nécessaire, c'est une moyenne minimale de 3 milliards de dollars. Et elle peut dépasser les 4 à 5 milliards de dollars. Donc, au bas mot, pour que Rebillet soit opérationnel, il va nécessiter une dépense directe, les dépenses directes, de 19 milliards de dollars. Je parle de dépenses directes, 19 milliards de dollars. Par contre, par la suite, il y a des dépenses indirectes, puisque plus tu produis du fer, plus tu dois le purifier, plus tu as besoin de consommer plus de gaz. Et si le prix du gaz monte sur le marché mondial, alors les dépenses indirectes vont augmenter. Le coût de l'eau. Chaque année, on perd 3 millions de mètres cubes avec les effets du réchauffement climatique, etc. Ça a des conséquences importantes. Il faut construire le projet de transfert d'eau entre Adrar et Tindouf. Ensuite, il faut entretenir les infrastructures. Ça, ce sont les coûts indirects, plus la production d'électricité dont les coûts vont varier d'une année à l'autre. Puisque plus Rebillet va produire et améliorer sa production, plus la consommation de l'eau, du gaz et de l'électricité va augmenter. Donc quand on calcule avec les freins directs, plus les charges sociales, plus les charges de transport, plus le recrutement, etc., plus le coût des bases de vie, etc., on peut arriver malheureusement à 30 milliards de dollars de dépenses entre les coûts directs et les coûts indirects. 30 milliards de dollars. Maintenant, qu'est-ce qu'on va gagner? Ok, vous allez me dire, grâce à Rebillet, on va gagner. Mais comme démontré, actuellement, nous n'avons pas besoin de Rebillet. La balance commerciale entre les importations et les exportations de fer et d'acier est équilibrée. Au rythme actuel de production, en 2026, Rebillet ne dépassera pas 3 millions de tonnes. En 2025, il en était encore à 2 millions. Et encore, 2 millions de tonnes. Quand on dit que Gare Gibilet produit 2 millions de tonnes, ce sont des chiffres politiques. On sait que l'ancien président directeur général de la Sonarem, le principal groupe public impliqué dans la gestion de Gare Gibilet, a été limogé. Il a demandé à partir, mais en réalité, c'est lui qui a demandé à être limogé à cause de son attitude face à ces chiffres mensongers qui sont communiqués à Tebboune. On n'arrive même pas à produire 2 millions de tonnes. Cette année 2026, dans le meilleur des scénarios, on va produire 3 millions de tonnes. Pour 2026, 3 millions de tonnes. Si on exporte 50 à 70% de ce fer que nous allons produire, ça va nous ramener 1 milliard. 1,8 milliard de dollars. 1,8 milliard. Le train uniquement, le train Béchar-Tindouf va nous coûter plus de 5 milliards, jusqu'à 7 milliards avec son entretien. Donc si on reste avec une production de 3 millions de tonnes qui est exportée à 70%, on va gagner 1,8 milliard. Donc il faudra attendre 6 ans pour rentabiliser rien que le train. Je ne parle pas du gaz, de l'électricité, de l'eau et des autres dépenses, du coût de la production, de la transformation, des usines de transformation, etc. Donc, calcul très simple, il ne faut pas sortir de l'Institut d'études politiques
c'est une perte sèche. Nous allons dépenser presque 20 milliards de dollars dans une première phase pour gagner seulement 1,8 milliard de dollars avec une production de 3 millions de tonnes. Pour que l'Algérie puisse gagner beaucoup d'argent, il faudrait donc qu'elle produise 45 millions de tonnes. 45 millions de tonnes avec 60% de parts destinées à l'exportation. Parce que, attention, ce que nous allons produire pour le moment à Kharjibilet ne part pas à l'exportation. C'est pour la production locale. C'est pour Tosiali, ou surtout pour Tosiali, on en parlera, qui sera le principal bénéficiaire du projet de Kharjibilet. Il faudra exporter 60% de la production quand on va arriver à 45 millions de tonnes pour gagner 2,7 milliards de dollars par an. Pour arriver à 45 millions de tonnes par an, déjà, il faut attendre 2040 pour produire 50 millions de tonnes. C'est-à-dire, il faut attendre 2035 pour produire 45 millions de tonnes au rythme de l'évolution du projet. Donc, il faut attendre jusqu'à 2035 pour pouvoir exporter 2,7 milliards de dollars. Et on ne sait pas, d'ici là, 2035, eh bien, les prix de l'acier vont s'effondrer. Peut-être que les prix de l'acier vont s'effondrer. Peut-être que les prix de l'acier seront beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Donc, on n'est même pas sûr de gagner 2,7 milliards de dollars après avoir investi, d'ici 2035, presque 30 milliards de dollars. Donc, il faut encore 10 ans pour pouvoir récupérer ce que nous avons déjà dépensé. Donc, de l'argent perdu pour rien. Je continue. Le meilleur scénario, c'est quoi? C'est que nous allons produire 50 millions de tonnes, ça sera en 2040, et nous allons destiner 70% de ce que nous allons produire à l'exportation, notamment en exportant pas uniquement du minerai de fer, mais en exportant des produits dérivés de l'acier, en faisant vraiment de la transformation à valeur ajoutée. Et là, on pourra gagner 4,2 milliards de dollars par an au niveau de nos exportations. 4 milliards, 2040. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Les scénarios les plus optimistes disent 2045, 8 milliards de dollars. Mais d'ici 2045, le monde va disparaître. Il y aura une nouvelle révolution technologique. Je rigole. Disons que le monde ne va pas disparaître, mais le monde 2045 sera totalement différent, avec les mutations technologiques et les mutations climatiques. Ce n'est pas l'acier qui est l'avenir du monde. Il y aura de nouveaux matériaux de construction, et rien ne garantira que d'ici là, l'acier va coûter encore cher. Donc, dans le meilleur scénario, on a 4 milliards de dollars. Il faudra avoir une industrie locale très prospère et très puissante, avec un taux d'intégration élevé pour pouvoir transformer et gagner dans les 8 milliards de dollars grâce à Kharjibilet d'ici 2040 à 2050, avec 40 à 50 millions de tonnes. Et d'ici là, nous aurions dépensé plus de 50 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. On ne va jamais récupérer
notre argent. Donc on n'est pas là pour faire plaisir aux Marzen, on n'est pas là pour faire plaisir au Maroc, on n'est pas là pour trahir notre pays quand on dit que ce projet est un gouffre financier. Tebboune doit absolument comprendre la vérité. Les experts, les journalistes qui le disent, comme moi, je le fais, preuve à l'appui, avec des chiffres à l'appui. Tout ce que j'avance comme chiffre là peut être vérifié, peut être vérifiable. C'est ça. Ça démontre que ce projet n'est pas rentable. Il ne sera pas rentable. Sauf si, d'ici 2040 à 2050, on aura une industrie locale très connectée. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. On a d'autres possibilités d'utiliser du fer. On a d'autres projets en matière de sidérurgie qui sont beaucoup moins chers, qui nous rapportent autant. Et comme je l'ai dit au début de l'émission, on n'a pas de problème en ce moment au niveau de nos importations. On est équilibré avec nos exportations. Il y a d'autres domaines beaucoup plus stratégiques dans lesquels on aurait pu investir ces 30 milliards de dollars. Au lieu de mettre 7 milliards de dollars pour un train, ou 5 milliards de dollars, en réalité, c'est 7 milliards de dollars pour un train entre Béchar et Tindouf. Je vais les investir au nord. De grands trains à grande vitesse entre Alger, Annaba, Oran, etc. Des trains à grande vitesse à plus de 200 km/h, par exemple. Ou j'investis dans d'autres domaines. Les énergies renouvelables, le gaz de schiste. Le gaz sera toujours, d'ici 2050, l'une des matières stratégiques dans le monde. On le sait. Je fais les énergies renouvelables pour diminuer ma consommation de gaz et pour diversifier mon mix énergétique. J'investis dans l'industrie mécanique, j'investis dans l'industrie électronique, j'investis dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'investis dans le tourisme, là où je pourrais gagner beaucoup